Christian, bonjour. Bonjour Lysia. On est encore là cette semaine pour parler d'actualité. Oui, ça a encore bougé pas mal. Je pense que c'est une grosse période, ça. La fin de l'été, début d'automne. Absolument. Il y a la rentrée et il y a aussi les élections. On a plusieurs groupes qui font des revendications aux candidats. Je vais commencer avec le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. C'est affilié à la CSN. Okay. C'est principalement pour les ambulanciers, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont représentées. Il demande un statut particulier à la région, c'est-à-dire qu'on est vraiment, qu'on soit reconnu comme une situation particulière pour pouvoir recevoir des sous en conséquence. On veut aussi améliorer le réseau de services de garde pour pouvoir attirer des travailleurs ici. On ne veut plus de recours au privé en santé, autrement dit. Okay. On ne veut plus engager de firmes externes pour venir travailler dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, etc. On veut une politique régionale d'attraction du personnel et aussi le développement de loyers à prix modique, ça va un peu ensemble. On veut aussi réviser le mode de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, plutôt la façon dont ils sont subventionnés. Okay. On veut décentraliser les décisions en santé, c'est-à-dire que les décisions soient prises ici en région. En région, ça c'est une demande qui revient beaucoup. On veut des engagements en matière d'environnement et la hausse du salaire minimum à 18 $ de l'heure. Okay. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. On va voir si les candidats en tiennent compte. Et là, je sais qu'il y a le CEPAT aussi qui fait des revendications. Oui, la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Ils ont demandé à ce qu'on décentralise les pouvoirs. Ça aussi, c'est demandé. Autrement dit, que les décisions soient prises ici sur notre territoire. Ils ont des revendications par rapport au développement économique également. Ils veulent qu'on pallie à la pénurie de main-d'œuvre, qu'on améliore le système de santé, de transport, d'éducation et qu'on fasse des actes concrets pour protéger l'environnement. Alors quand même, c'est, je pense que les candidats ont des gros travaux à faire. Oui, mais honnêtement, c'est souvent les mêmes demandes qui reviennent. C'est pénurie de logement, pénurie de main-d'œuvre, environnement. Mais une que je trouve qui a mis beaucoup plus d'accent, je pense que c'est plusieurs endroits même, c'est les pouvoirs, avoir les pouvoirs dans la région. Puis ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'on se rappelle qu'avec le gouvernement Barrette, c'était pas lui qui était au gouvernement, mais c'est lui qui... oui, il était au gouvernement, mais il n'était pas premier ministre. J'ai tombé de la misère aujourd'hui. Il était ministre de la Santé et des Services sociaux. Et il a centralisé les pouvoirs beaucoup à Québec. Donc là, les décisions se prennent à un niveau quand même assez élevé. On a le CISAT qui a été créé suite à ça. Et c'est les CIUS, ça, là, On sait aussi que c'est semblable en éducation aussi, là, avec l'abolition des commissions scolaires, mais ça a été sous le gouvernement de François Legault. Okay. Donc, on demande à ce que les pouvoirs reviennent ici en région, qu'on prenne les décisions sur place pour nous, parce que c'est facile de dire « Ah, c'est ça qui est bon pour les régions », mais quand tu vis pas là... C'est ça. Voilà. Exactement. Parce que c'est l'impression qu'on a des fois. Ils sortent une loi, puis ils disent, nous autres, on me semble que ça s'applique pas. C'est un peu comme les programmes d'éducation. C'est les mêmes pour tout le monde à travers la province, même les Autochtones, même les... Sauf que, il y a des différences qui prennent pas en compte. Exactement. Pelleté de terre de l'usine de rabotage à Sainte-Terre. Ben oui, le 26 août dernier, c'était la pelletée de terre officielle de la construction de l'usine de rabotage chez Résolu. C'est quand même c'est un gros investissement, c'est 36 millions d'investissement. Et c'est une usine qui actuellement a 180 emplois à Sainte-Terre. Et c'est quelque chose quand même d'assez important pour Sainte-Terre parce que ce qui se faisait comme rabotage, il fallait des fois, on dit rabotage, on dit planer, le bois, tout ça, il fallait l'amener au lac Saint-Jean. Et là, tout ce qui est dans la région va pouvoir se faire raboter dans la région, à Sainte-Terre. Alors quand même, c'est un gros investissement, c'est quand même, c'est quelque chose d'assez, on peut regarder la vidéo là-dessus.
premièrement, je me nomme Michel Cyr. Je travaille pour Résolu depuis une vingtaine d'années. Je suis content aujourd'hui. J'ai été assigné la chère tâche d'être votre maître de cérémonie. Merci d'être là, chers invités. Avant de passer aux invités, j'aimerais faire un message de sécurité. Je vais vous expliquer après pourquoi on est là. La sécurité, étant donné que vous avez tous vos dossiers, étant donné qu'on est à l'extérieur, les risques sont moins grands. Normalement, dans les usines, on a des règles plus dures que ça un peu. Mais je vous demanderais, s'il arrive quelque chose, on va vous aviser pour des risques, puis on va se joindre au ruban qui est derrière vous. Là où on va couper le ruban tantôt, on va tous se rassembler là. Et pour sortir, ceux qu'on a enlevé les dossards tantôt, je vais vous demander de remettre vos EPI. À l'intérieur, on n'a pas besoin, mais à l'extérieur, on va remettre nos EPI. Donc, cela dit, je vais faire le tour avec la liste des invités. Merci d'être là encore une fois. Ici, on a la chance d'accueillir aujourd'hui notre M. Pierre Dufour, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Nataliane Pelchat, mairesse de Sainte-Terre. On a Jacqueline Rouleau, mairesse de la paroisse de Sainte-Terre aussi. On a M. Jacques Arnois, attaché politique du ministre régional. Donc, merci d'être là encore une fois. Pour Résolu, on a l'honneur aussi de recevoir aujourd'hui notre président et chef de la direction, M. Rémi Lalonde. On a M. Pierre Cormier, qui est vice-président foresterie et opérations forestières. On a M. Danny Nadeau, qui est directeur général de Scierie Abitibi et Outaouais. On a André Boucher, nouveau directeur de l'usine de Sainte-Terre. On a aussi Simon Baudouin, directeur général foresterie des opérations forestières de l'Ouest. Patrick Carnot, directeur forestier et opérations forestières de l'Abitibi et du nord du Québec. Pierre-Luc Bluteau, directeur principal ingénierie. Et Michel Castonguay, président du syndicat pour la Scierie. Donc, merci tout le monde d'être là. Et en cette belle occasion, comme je disais tantôt, on a eu la chance de souligner aujourd'hui la pelletée de terre. Ceux qui regardent en arrière ou qui ont vu, ils vont dire que c'est pas la première pelletée, mais ça va être la première pelletée avec les belles pelles qu'on a ici en avant. Donc, ici, c'est une usine de rabotage. On parle d'un investissement de 36 millions de dollars. Ça sert à quoi, une usine de rabotage? C'est surtout pour la valorisation des produits. Ça va être une usine très hautement modernisée. Nous prévoyons réduire nos coûts et d'assurer une meilleure optimisation de la fibre. C'est l'objectif. À date, on a environ 13 millions de dépensés depuis 2021 et 23 millions restants sont prévus au budget 2022-2023. Le démarrage des cédulés organisé pour Q3 2023. Donc, à date, on a l'excavation du bâtiment est très avancée, la coulée des semelles du classeur et bâtiment principal. On a le début des coffrages, on a plusieurs appels d'offres en cours pour arriver à terme, comme je disais, en 2023, là, au début de l'été. Sur ça, étant donné que le projet a été expliqué, j'inviterai M. Rémi Lalonde, chef de la direction de produits forestiers Résolu, à nous dire un mot. Merci Michel, good job. Madame la mairesse, Monsieur le ministre, merci de vous joindre à nous, tout le monde, tous et toutes, de prendre le temps aujourd'hui. Comme Michel a dit, aujourd'hui, on s'en vient célébrer une pelletée de terre, mais comme il a mentionné, force est de constater qu'ils ont déjà pelleté pas mal. Mais c'est bon. Puis, on avait commencé d'ailleurs au mois de juin l'année dernière, on s'était rassemblés, pas mal le même groupe, pour souligner l'annonce de l'investissement qu'on allait faire, là, qui nous amène ici aujourd'hui. Ce que je voulais souligner, c'est que ça s'inscrit dans des efforts chez Résolu qui reflètent une stratégie de modernisation de nos actifs. Quand on se promène ici dans l'usine, en passant, je suis dans le milieu d'un tour d'usine. On a visité Comtois ce matin, la centrale thermique après, on était à Dolbeau hier et Saint-Félicien. Fait de très belles visites. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est moderniser les actifs, investir pour s'assurer qu'on améliore la compétitivité de notre entreprise. Ce sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est qu'on essaie de prendre une approche régionale. Donc, nous, l'Abitibi est une composante importante de la stratégie régionale, particulièrement au niveau du secteur du bois, pour la croissance de notre entreprise. Fait que ce que ça veut dire, on a fait des investissements au fil des années à Comtois.
Et puis, en ce moment, à Comtois, on est en mode d'augmentation d'une 3e faction à Comtois, qui n'a pas été le cas depuis très, très longtemps. Ça va nous permettre, évidemment, de produire plus de bois. Ça va remplir l'usine de rabotage ici. Une des incidences que ça va nous porter à avoir, en passant supporté aussi par la centrale thermique, c'est que le bois qui va être ici en Abitibi, on va pouvoir tout le raboter en Abitibi puis l'envoyer directement au marché. Aujourd'hui, il y a des planches de bois qu'on va scier ici, qu'on s'en va faire raboter au lac. Quand on fait les calculs, là, ça fait pas mal de voyages de camions, là, qui n'est pas toujours la façon la plus économique de faire. Donc, on est bien motivé par ça. L'investissement ici, Michel l'a mentionné, on parle de 36 millions de dollars à l'usine de Sainte-Anne. Ça va nous permettre d'aller chercher plus d'efficacité, ça va nous permettre de réduire nos coûts. Et puis, ça va nous donner un meilleur espace de travail pour les employés. Aujourd'hui, encore thème de modernisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait manuellement. Je suis encore allé le visiter ce matin. Puis il y a beaucoup de gens qui touchent aux pièces, puis c'est du travail manuel répétitif. Dans un contexte économique où on opère à plein emploi, bon, ben, il y a des postes vacants, alors de se moderniser, d'automatiser, ça nous permet d'être meilleur et puis de concentrer nos effectifs. J'en profite pour souligner peut-être un peu l'importance de l'industrie forestière au niveau de l'économie québécoise. L'industrie forestière au Québec représente presque 18 milliards de contributions au PIB de la province. Ce sont de très, très gros chiffres, dont environ 5 milliards de revenus directs pour la province, que ce soit les salaires que nous, les employés, on paye ou les droits de coupe qu'on paye au gouvernement. Et puis, je tiens à souligner que l'industrie forestière est un modèle d'opération de développement durable. Moi, je parle souvent de ma règle des 3 fois 100%. Et puis, le premier 100%, c'est que 100% des terres cultivées sont reboisées. 100% des terres qui sont aménagées sont certifiées à des normes de développement durable de tierces parties. Puis, il faut toujours se rappeler, là, je suis partisan, là, mais le bois, c'est le seul matériau de construction qui est 100% renouvelable. Et puis son empreinte de gaz à effet de serre est très, très, très inférieure à celui de l'acier et du béton. Nous sommes très, très fiers de notre industrie, puis on veut que ça apparaisse dans les choses qu'on fait. Je veux aussi prendre l'occasion de souligner l'importance de continuer de travailler en concert avec le gestionnaire de la forêt, donc le gouvernement du Québec, et j'apprécie énormément la présence du ministre ici aujourd'hui, et puis qu'on fasse preuve des deux côtés de flexibilité et de prévisibilité dans l'aménagement forestier. Alors, sur ce, j'aimerais encore remercier le ministre, la mairesse de vous être joindre à nous aujourd'hui et tout le monde pour souligner cet bel événement avec des très belles pelles qu'on va utiliser tantôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Lalonde. Maintenant, nous sommes rendus à Mme Nataliane Pelchat, mairesse de Sainte-Terre. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités, M. Lalonde, M. Dufour. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi, présente lors de la grande annonce d'investissement en 2021 en tant que conseillère municipale. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance de participer à la partie concrète du projet en tant que mairesse. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut se dire invité à un si gros projet de plus de 30 millions de dollars. C'est considérable pour Sainte-Terre, mais haut que très valorisant. Ça en dit long sur les possibilités d'avenir. Sainte-Terre s'est bâtie, entre autres, grâce à l'industrie forestière. Et c'est prospère de voir que l'on continue d'y investir et d'y développer de beaux projets. L'industrie a reconnu beaucoup de changements dans les dernières années à Sainte-Terre. Parfois inquiétants pour nous, mais vous avez su démontrer le contraire. En plus, avec l'acquisition de la centrale thermique, ça vous ouvrira les portes vers d'autres projets. Une des valeurs de votre entreprise, qui est de miser sur le développement durable, est très rassurante pour une municipalité mono-industrielle comme nous. Tout comme notre valeur de réussir ensemble.
Produits forestiers résolus est pour nous un joueur important dans le développement de la ville, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, de Sainte-Terre, et nous aimerions en profiter pour vous dire merci d'être à l'écoute de nos différentes demandes et d'être un partenaire hors pair dans nos projets et événements. On a la ferme conviction qu'on peut toujours compter sur vous. Depuis un certain temps, nous savons que vous travaillez fort pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui vous frappe comme plusieurs autres industries. Votre slogan de campagne vient prendre racine, prend tout son sens, et la Ville de Sainte-Terre ainsi que la Corporation de développement économique sont très fiers de pouvoir être des alliés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avec notre propre campagne d'attractivité, lancée vendredi passé, dont le slogan est « Vivre simplement, s'accomplir pleinement », et avec la mise en place d'un comité de bienvenue dynamique, dont l'objectif est de bien accueillir les nouveaux résidents Sainte-Terre. Je pense qu'on a quand même bien réussi. On a contribué un peu à recruter votre nouveau directeur d'usine avec ce comité-là. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous espérons sincèrement faire une différence dans votre développement pour la pérennité de votre organisation. Comme le dit si bien le dicton, « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Je souhaite longue vie à notre partenariat et je vous souhaite une très belle continuité. Merci. Merci, Mme la mairesse. Maintenant, j'inviterai M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, M. Lalonde, bien content d'être parmi vous ici aujourd'hui pour cette belle annonce. Mesdames les mairesses, parce que c'est dans le secteur de Bellecour, Sainte-Terre-Paroisse et Sainte-Terre, nous avons 3 mairesses, Guylaine, Nathalie-Anne et Jacqueline, donc bonjour. Naturellement, Pierre Cormier, avec lequel on a eu quelques beaux débats aussi au niveau de la Sopfeu. Donc Pierre, bien content de savoir que tu es parmi nous. Et naturellement, M. Boucher, donc j'espère que vous appréciez déjà votre séjour parmi nous. Quitter l'Ontario pour venir ici, mais on est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Et peut-être pour terminer, Patrick Garneau, tantôt qui a été présenté sur un volet PFR, Produits forestiers résolus, mais aussi président de la corporation. Donc là, bonjour. Écoutez, très belle annonce aujourd'hui. Puis en tant que ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour moi, c'est un privilège d'avoir la chance de faire ce type d'annonce-là. C'est quand même la 2e méga annonce qu'on fait pour ce projet-là. Mais aussi, quand je regarde un peu le travail qui s'est fait dans les dernières années au niveau de la foresterie pour l'Abitibi-Témiscamingue, j'avais déjà eu la chance d'annoncer, il n'y a pas longtemps, avec M. Fitzgibbon, un apport au niveau d'Unibar. Et aujourd'hui, c'est ce beau projet-là ici de PFR. Donc, ça démontre que l'industrie forestière est en train de reprendre ses lettres de noblesse pour notre territoire. Je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant à souligner. Ceux qui le savent, mais le ministère a un programme qui s'appelle le programme Innovation Bois, qui est souvent un programme qu'on va donner un coup de main justement pour moderniser les usines. Donc ça, on en est très, très fiers. C'est un programme à subvention et c'est un programme qu'à chaque fois qu'on a la chance de moderniser les usines à travers le Québec, bien, on est partie prenante de ces projets-là parce que justement, ça permet de rester compétitif sur le marché du bois à travers l'Amérique du Nord, pas simplement le Québec. Et je dois souligner là-dessus, je pense, un élément important. Hier, justement, je signais deux autres documents qui proviennent un peu de notre budget qu'on est allé chercher au niveau du gouvernement, qui est, des abatteurs, un travail pour avoir des abatteuses hybrides et aussi ce qu'on appelle du camionnage en platooning. Donc, c'est des éléments comme ça que, comme ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, souvent qu'on ne voit pas, mais que moi, j'ai travaillé avec le ministère pour essayer d'améliorer la première ligne. Parce que c'est beau d'avoir des usines qui se modernisent, mais il faut justement éviter de devenir un peu la santé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Des grands spécialistes, mais une première ligne qui est beaucoup plus difficile présentement, comme on le voit avec toutes les ruptures de services qui se passent. Donc, c'est un peu l'objectif que moi j'ai eu derrière les demandes financières au niveau de mon budget, au niveau du travail que j'ai fait, d'aller chercher de l'aide pour justement améliorer la première ligne. Et je pense que ça, c'est un constat aujourd'hui. Et ça vient un peu s'additionner au travail que PFR vient de faire avec l'usine de rabotage. Et
Rémi est peut-être pas au courant, mais à une certaine époque, j'avais eu une discussion avec un de tes prédécesseurs, soit M. Garneau, Richard, de son prénom, et qui a été quand même un grand joueur pour PFR pendant de nombreuses années. Et j'avais dit à Richard, c'est pas normal qu'il y ait certaines actions qui finissent par aboutir ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, l'usine de rabotage, bien, félicitations Rémi, ça vient un peu démontrer que le modèle abitibien peut se suffire à lui-même et n'a pas besoin d'être envoyé ailleurs pour être finalisé. Donc, très content de voir qu'aujourd'hui, on met en application un peu certaines discussions que j'avais eues justement avec Richard sur cet aspect-là. Je sais que Richard vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc je comprends aussi ses affinités qu'il avait pour son milieu à lui aussi. Donc, comme je vous dis, c'est tous des petits éléments comme ça, comme ministre, qu'on est fiers d'avoir accompli durant un mandat. Et pour le reste, mais comme je vous dis, félicitations à tous les acteurs de PFR ici même aujourd'hui sur le terrain, parce que oui, il y a des décisions politiques, il y a des décisions de l'administratif, mais c'est vous, les travailleurs, qui faites en mesure d'accomplir et de créer ce côté positif-là pour pourquoi qu'une compagnie va investir dans ses employés ou dans son milieu ou encore là dans ses entreprises, parce qu'ils ont confiance au travail que vous faites. Merci à tous. Merci, M. Dufour. Donc, nous sommes rendus à la raison d'être de cette belle cérémonie. Donc, c'est la pelletée de terre. J'inviterai M. Dufour, Mme la mairesse et M. Lalonde à prendre... Oui, ça sera mieux. Oui, effectivement, ça va mettre les EPI. Et ensuite, une fois la pelletée est faite et les photos, j'inviterai tout le monde à prendre place en arrière, qu'on peut prendre une photo de groupe. Au niveau gial. OK, tac. Regarde ici. Regarde ici avant de couper, on coupe pas. OK, on regarde ici. C'est bon? Go. OK, allons-y. Encore. OK, mâchez-les. Ah, succès. Avec des gars, ça va pas mal. Ouais, on avance un peu. On regarde les deux. On a rentré là. Voilà. Et d'ailleurs, tu nous parlais que le rabotage va se faire directement à Sainte-Terre. Oui. Ça aussi, c'est une des revendications de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, qu'on se retrouve avec davantage de... pas d'exploitation, mais de transformation en région. Oui, ça, oui. Que les produits qui sortent reviennent, puis pas juste pour être achetés, là. Donc, selon eux, ça va permettre de faciliter le développement économique. Entièrement d'accord. Et toujours à Sainte-Terre, il y a eu Sainte-Terre à pied. Ben oui, le 27 août, 27 et 28. On a eu 2 jours, on a eu la soirée des flambeaux. On avait quand même pas loin de 40 personnes donc, qui faisaient la course. C'était le soir à l'obscurité. Et le lendemain, on a eu plus de 200 personnes qui ont participé à Sainte-Terre à pied, qui est différentes courses de 5 km, 10 km, 21, la moitié d'un marathon. Alors, et quand même, autant chez les hommes que chez les femmes. Et il y a eu le 500 mètres et le 1 km pour les enfants. Alors, quand même, c'est une activité qui se faisait, c'est la 10e course de Sainte-Terre à pied. Et c'est une activité qui se faisait, qui marchait énormément, mais on s'entend avec la pandémie, ça avait arrêté. Et là, on est en train de repartir ça, puis on a été surpris du nombre de participants. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné à Sainte-Terre. Alors là-dessus, bon, on peut regarder des images. Édition Desjardins. J'espère que tout le monde est en forme ce matin. Le monde a fait le défi, un peu d'acide lactique dans les jambes. C'est le défi, faire un défi des flambeaux. J'espère que la course va être belle. La température est sur vraiment notre bord. On est vraiment chanceux. Ceux qui partent à 8h30 pour le 10-21, température, les coureurs, vous le savez, plus que parfaite. Le 5 km va être à 10h. Il va faire beaucoup plus chaud pour le 5 km.
Donc, et je vais inviter le monde dans 5 minutes à 8h20, proche de moi ici. Je vais refaire un call. Ceux qui veulent, je vais réviser le parcours avec tout le monde pour donner des petites consignes. Que dans 5 minutes, je vous fais un rappel pour les consignes du trajet. Que tout le monde m'entend? C'est bien que le micro aussi. Approchez-vous, approchez-vous. On a un super matin. Fait que tout le monde va avoir besoin d'eau, surtout pour le 21, on va avoir de l'eau. Pour commencer, je pourrais vous dire, on va avoir certains, on a 4 points d'eau tout le long. OK? Fait qu'on a un point d'eau au kilomètre 2. On a un au kilomètre environ 3,5. On a en haut du radar en entour du 5 km. Puis vous allez tous revenir avec les mêmes points d'eau qui reviennent au complet. Le 21, vous allez passer 4 fois au travers de ces points d'eau-là. Donc vous allez avoir 12 fois des points d'eau pour ceux qui n'ont pas d'eau sur eux. Fait que vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. On a du Gatorade et de l'eau à chaque point d'eau. Cette année, on a changé un peu le parcours pour ceux qui sont habitués. Fait qu'on fait toujours la strip, ça veut dire que tout le monde va partir vers ici. On sécurise la 10e avenue ici. Fait qu'on va jusqu'à l'autre bout, il y a un cône, un camion de pompiers qui est là. Vous allez tourner autour du rond-point, du cône. Vous revenez, vous allez prendre la piste cyclable, puis vous suivez la piste cyclable au complet qu'on appelle le radar, au stop là-bas. Il y a une traverse. Puis qu'est-ce qui est spécial? Les autres années, on montait le radar sur la grande montée. Cette année, on l'a changé. On va un petit peu en forêt. C'est une poussière de pierre qu'on le fait avec les sentiers du Mont-Bel. Fait que c'est vraiment de la poussière, c'est solide. Fait que vous allez rentrer un peu en forêt. Fait que il y a un point d'eau quand vous allez rentrer là. Après ça, il y a des bénévoles sur ce côté-là. Puis que le 10 km, les autres, vous allez virer un cône. Ça va être bien identifié. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça marqué 10 km. Vous virez le cône et vous revenez directement par ici, le retour, puis vous finissez. Le 21 km, vous faites, quand vous allez arriver au cône, nous autres, vous continuez un peu plus loin. Puis vous avez une boucle, comme en forêt, c'est très bien indiqué. C'est un peu plus loin, pas beaucoup, c'est environ 700 mètres de plus, avec une petite boucle. Vous allez revenir, vous revenez ici pour le 21, vous passez à côté ici, OK, vous prenez, direct ici, vous repartez, c'est indiqué, il va y avoir des bénévoles qui vont vous dire, prenez ici à gauche au 21. Et vous remontez, vous faites la même chose, vous retournez dans la poussière de pierre, OK, mais il va y avoir un cône, vous n'en faites pas tout à fait le même trajet, vous allez virer un petit peu avant. C'est presque le même virage que 10 km, mais il va être une petite affaire plus loin pour faire le 21.1. Fait qu'on va le déplacer environ de 200 mètres à peu près. Et on peut dire que c'est presque le même virage, il va y avoir un bénévole là, vous faites votre virage et vous revenez ici, puis votre 21 va être fait. C'est bien. C'est bien identifié, vous ne devrez pas vous tromper. Vous êtes sur la piste cyclable, il y a des bénévoles partout, il y a de l'eau en masse. Fait que la température est sur notre bord. Fait que amusez-vous. Il reste 4 minutes 20. Fait que si vous voulez vous réchauffer, vous placez en place. On est rendu là. Bonne course à tous. Amusez-vous. 10 secondes avant le départ. Amusez-vous. 3, 2, 1, et c'est parti! Le départ de la 10e année de Sainte-Thérapie, édition Desjardins.
course a quand même très bien été. J'ai fait le 10 hier, ça a été assez rapide. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de crainte, mais là, ça a quand même bien roulé. Là. Le trajet est vraiment... C'est assez plat, pas mal tout le long. Quelques petites montées, quelques petites descentes, mais ça se fait vraiment bien. Le passage dans la poussière de pierre aussi, c'est pas mal intéressant. Là. Ça change un petit peu, ça fait un petit peu moins mal aux genoux, disons. Puis, la fin avec le pont, puis vraiment l'ambiance à l'arrivée, c'était vraiment super. Là, donc, Au parcours, ce qui est le fun, c'est qu'ils nous ont fait un bout dans notre sentier en forêt sur la poussière de pierre, fait qu'on a pu aller se rafraîchir à l'ombre. On monte un petit peu quand on monte, mais en revenant, ça descend. C'est super. Sanitaire à pied, 5 km hier au défi des flambeaux. Un 5 km aujourd'hui pour l'événement Sanitaire à pied. Événement organisé d'une façon extraordinaire par les bénévoles. Un succès à chaque année. Alors on est bien content d'être ici. Après ces courses-là, maintenant c'est le marathon de la campagne électorale qui commence. On est dimanche. Les pancartes sont déjà posées. Alors nous, on est prêts. Et on invite les gens à la place Agnico Eagle vendredi le 2 à 18h.
Dominique Anglade sera présente. Vous aurez la chance de la rencontrer. Évidemment, c'est un événement de campagne très important pour la région d'Abitibi-Témiscamingue. Kevin Lapointe, participant à Santé-Thérapie cette année en tant que participant seulement, longtemps organisateur et fondateur, mais là on a passé la relève à d'autres membres du comité, dont Éric Allaire, puis toute la gang du comité. Il y a un nouveau comité, puis Éric et Ève et Dominique sont là depuis longtemps, qui continuent ça. C'est le fun de participer cette année, puis de ne pas avoir le stress de l'organisation. La gang gère ça de main de maître, puis bel événement, le monde vient de participer comme d'habitude. Puis il ne faut jamais oublier que les fonds amassés par les participants et les commanditaires, on a beaucoup de commanditaires. Cette année, ils m'ont dit, la gang, c'est une année record pour les commanditaires. Bien, c'est réinvesti dans la montagne, dans le développement des sentiers. C'est vraiment plaisant. La course hier soir, le 5 km, je l'ai faite en matin. On a eu une très belle soirée hier, une belle journée aujourd'hui. Et puis, fier de remercier l'organisation, c'est super. C'est numéro 1. D'année en année, c'est toujours de plus beau. Merci. Tes impressions sur les 3 courses que tu as faites? Ah, ben écoute, la première, hier soir, on était bien, c'était frais. J'étais avec mon petit-fils qui reste en Alberta. Fait qu'on a profité pour courir happy avec le petit-fils d'Alberta. C'était bien plaisant, une petite course relax. Le matin, j'ai dit, on va faire le 10. On va faire le 10 pour on va essayer d'avoir de la fraîche un peu, parce qu'il annonce quand même chaud. À l'âge que je suis rendu, 63 ans, on cherche la fraîche un peu. Fait que ça a super bien été, je suis content. Je suis rentré 3e overall, fait que je peux pas demander mieux. Puis après, ben, pour relaxer, j'ai fait un 5 avec la gang. Là. Ça a été bien plaisant, c'est une belle journée. Puis c'est une valeur qu'on s'est à la fin d'août, parce que probablement qu'on aurait eu plus de monde que ça. Mais quand même, c'est un retour bien mérité des activités extérieures. Là.
Merci Denis, Chrono 900. Que ceux, il y en a qui peuvent recevoir leur temps par cell phone, tous les téléphones, ceux qui ont donné leur numéro de cellulaire. On va mettre les temps, les photos sur le site de santerrapied.com, sur le Facebook. Normalement, on est capable de faire pas mal aujourd'hui ou demain au maximum, que vous allez voir les photos. C'est Alexandra qui a pris les photos. Merci Alexandra pour les photos. Ça va être bien apprécié, tout le monde va être bien content, je suis sûr. Elle s'est mis beaucoup de pression, mais c'est super. Parfait. Donc on va commencer avec les 5 km féminins, commandité par AB Sport. Donc en troisième position, avec un temps de 26 minutes 36, Julie Fillon. Avec on a des passes en thérapie. En deuxième position, avec un temps de 25 minutes 19 secondes, Tania Hébert-Boudin. Et en première position, avec un temps en dessous de 25 minutes, 24 minutes 21 secondes, Émilie Rivard-Boudreau. Bravo! La course à 5 km masculin, commanditée par la boutique Ski Vélo plein air. En troisième position, avec un temps de 23 minutes 39 secondes, Olivier Dionne. On va attendre Joanie, ouais. En deuxième position, avec un temps de 22 minutes 30 secondes, Sylvain Rochon. Et en première position, avec un temps de 20 minutes 48 secondes, Kevin Dulot-Lapointe. Le podium 5 km homme. On lève la tasse, on est content! Donc, 10 km femmes, troisième position à 51 minutes 2 secondes, Mélanie Rocher. En deuxième position, avec un temps de 49 minutes et 5 secondes sous la barre des 50 minutes, Christine Larouche. Et en première position, avec un temps de 47 minutes et 51 secondes, Joanie Fillon. Bonne Joanie, un très bon temps. Bravo les filles! Bravo! La première photo, on voyait pas la position. 10 km hommes, commandité par la ville de Sainte-Terre. En troisième position, avec un temps de 52 minutes 45 secondes, André Provo. André, qui a fait des défis aussi. Il y a plusieurs qui ont fait des défis hier, le défi des flambeaux. C'est beau. En deuxième position, avec un temps de 52 minutes 30 secondes, Denis Chénard. Et en première position, avec un temps de 46 minutes et 52 secondes, Guillaume Pagé. Oui, Guillaume, très beau temps. C'est notre podium, 10 km, commencé par la ville de Sainte-Terre. Et maintenant, on est rendu au 21 km. C'est 20 km la femme commanditée par la pièce d'Auto Napa Sanitaire. En troisième position, avec un temps de 1h58 minutes et 55 secondes, Sabrina Milo. En deuxième position, avec un temps de 1h57 minutes et 57 secondes, Karine Baudouin. Oh.
En première position, avec un temps de 1h53 minutes et 28 secondes, Léane Launay. Léane, c'est notre podium, femme 21 km. Bravo! Félicitations! Oui, Valérie, t'es-tu là, Valérie Sarciello? Oui, je l'ai. Oui, Valérie. Fait que le 21 km homme commandité par la Caisse des Jardins. En troisième position, avec un temps de 1h49 minutes et 28 secondes, Steve Proux. En deuxième position, avec un temps de 1h43 minutes et 50 secondes, Patrick Dumont. Et en première position, aussi déjà parti, c'est avec un temps de 1h38 minutes sous les 1h40, c'est très rapide. Mathieu Julien Roy. Le Mathieu, il est déjà parti, il avait besoin de partir plus vite. Et ses enfants au soccer. Alors, sa première main, exactement, c'est super. C'est notre podium, 21 km homme. La 10e édition cette année de Santarapie, 5e édition du défi des flambeaux. C'est un duo pour faire des 5-10 km le samedi soir à Noirceur et 5-10-21. L'année incroyable 2022, le beau soleil, le monde était au rendez-vous, le monde a adoré. Fait qu'on a la course des jeunes aux 21 km. Donc cette année, une année après COVID, le monde était au rendez-vous. Il y en a plusieurs qui ont fait l'habitude de faire des 10, ont fait des 5, sont sortis. Donc on continue à pousser à s'entraîner et on a commencé à pousser parce qu'on redonne en communauté puis on fait les sentiers de vélo de montagne au Mont-Bel. Fait que je profite de l'occasion pour dire à tout le monde, venez marcher, venez courir, venez faire du vélo au Mont-Bel. On investit toujours au Mont-Bel, on commence à avoir vraiment des belles activités à Sainte-Terre. Donc j'invite tout le monde à venir courir l'année prochaine à Santarapie puis à venir profiter de nos super installations au Mont-Bel. Tu as aussi eu la chance de parler avec la députée Sylvie Bérubé. Oui. Qui est pour le Bloc québécois en Abitibi, Baie-James, Nunavut et le dernier, je ne sais pas comment on prononce. C'est Ayou. Ayou? OK, c'est bon. Donc, elle commente le déclin du français. En fait, Statistique Canada a sorti des chiffres qu'elle juge alarmants qui montrent qu'on a de moins en moins de personnes qui parlent le français à la maison ou dont c'est la langue maternelle. Donc, on peut écouter l'entrevue. Pourquoi est-ce qu'il est urgent d'agir pour protéger la langue française? C'est important de réagir pour la langue française parce qu'on sait bien qu'il y a un déclin qui se fait au Québec. Et là, je parle surtout du Québec et ailleurs au Canada d'ailleurs, mais au Québec, on a un déclin de 80 % à date et 75 % pour la langue maternelle chez soi. Donc, le déclin se fait lentement et il faut s'assurer de conserver notre langue française au Québec. C'est notre valeur, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on est au Québec, la langue française et notre culture. Il faut protéger ses acquis. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans ce domaine-là, que le gouvernement de Trudeau vit sur une autre planète? Bien, il vit réellement sur une autre planète. On sait qu'il y a 8 députés libéraux fédéraux qui sont allés manifester à Montréal contre la loi. Donc, je ne comprends absolument pas leur réaction. Nous, au Bloc québécois, on favorise la langue française assurément parce que c'est notre valeur et c'est ce que nous sommes comme Québécois. Et quelle action concrète qui pourrait être faite pour changer les choses? Nous, on a passé une motion au Parlement lors de la dernière session parlementaire et donc on retourne le 19 septembre et c'est à suivre. Donc, on est des défendeurs de la langue française chez nous. Là, on sait qu'il y a comme un renouveau au niveau des langues autochtones. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là, de ramener les langues autochtones un peu plus d'actualité au travers du français qu'il faut conserver? C'est certain qu'il faut conserver notre langue française, mais au niveau des communautés autochtones, ils ont des droits acquis aussi. Donc, c'est un travail à long terme à faire de leur part et nous sommes là pour les appuyer.
Toujours dans ton coin, hein, on a la création d'une équipe de hockey à Barrault. Oui, ben là, je vais te laisser en parler. Je pense que c'est toi qui as parlé avec le petit gars, le petit gars, le responsable de la Ligue. Oui, donc en fait, ça va être une vingtaine de joueurs. Ils vont avoir leur premier match samedi, le 17 septembre prochain, à Fermeneuve, et ils vont faire partie de la LHJNQ, la Ligue de hockey junior du nord du Québec, qui a été créée pendant la pandémie. Là, la plupart des groupes de hockey qui en faisaient partie se sont dissociés, mais l'objectif, c'était de permettre aux gens de pouvoir se concentrer sur le hockey ici en région, parce que là, ils ne pouvaient plus aller en Ontario, ils voulaient faire des matchs entre eux. Donc, on va leur souhaiter bonne chance dans leur projet. Ben oui, il y avait mais là c'est parce que là, je mêle dans les ligues, là, parce que je sais qu'il y avait une équipe de Santerre éventuellement, mais là, je ne sais pas si c'était d'un autre calibre ou de quoi de même. Alors, il y a beaucoup de... Alors, oui, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on ait des précisions éventuellement. Là, je vais essayer de contacter le responsable. As-tu le nom? Oui, ben là, je ne l'ai pas noté. C'est Christophe. Je ne me rappelle plus, mais je vais te donner l'information. Parfait. Puis ça va s'appeler les Gladiateurs de Barrault. Parfait. On va vérifier ça. On va suivre ce dossier-là. En terminant, il y a un DEP qui va être rémunéré à Amos. C'est celui de mécanique industrielle de construction et entretien. Au CFP Aricana, évidemment. Donc, il va aussi être offert en alternance travail-études. On va pouvoir écouter l'entrevue. Félix, Luc, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler du cours de mécanique industrielle de construction et d'entretien. C'est un long nom. C'est très long. C'est au CFP, donc au Centre de formation professionnelle. Ça dure 2 ans, c'est bien ça? Oui, le cours a une durée de 1800 heures, échelonné sur 2 ans, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu du cours? Bien, le contenu, je vais laisser la parole à Félix, là, qui est enseignant en mécanique, qui connaît le contenu là, beaucoup mieux que moi. C'est bon. Oui. Moi, ça fait 27 ans que j'enseigne ce cours-là à Amos. Le cours de 2 ans, première année, je dirais que c'est plus mécanicien de base. Là, les lubrifications, l'entretien, apprendre à partir de la base, les outils de base. Puis quand on monte en 2e année, là, c'est plus technique, je dirais. L'hydraulique, la pneumatique, les automates programmables, l'analyse de vibrations. Fait que c'est un petit peu plus technique en 2e année. Puis il y a une spécialité cette année aussi, c'est que les étudiants vont être payés pour faire le cours et ils vont aussi être en entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme-là? Oui, le programme, c'est un programme qui est fait avec la CPMT puis les comités sectoriels de la main-d'œuvre. Dans le fond, dans notre jargon, ils appellent ça des projets COUD. C'était ce qui voulait dire courte durée, mais présentement, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, on peut faire des demandes pour des DEP, là, exemple en mécanique industrielle. Donc, pour cette année, les 2 prochaines années, on a un groupe de 16 étudiants qui vont suivre le cours de mécanique industrielle et chaque étudiant est attaché à une entreprise. Donc, nous, on prend les inscriptions et on envoie les candidats à l'entreprise. Les entreprises les passent en entrevue et ils les ont embauchés là, pour les 15 présentement confirmés. Là. Donc, ces gens-là, à partir du premier matin de la formation, ils vont avoir un salaire qui va être payé par l'entreprise pour suivre la formation, tant théorique que pratique. Ça va être environ là, 60% à l'école, 40% en entreprise, là, en stage, là, qui vont faire leurs apprentissages. Il va y avoir dans chaque entreprise un superviseur qui va le prendre en charge et les enseignants vont passer là, dans chacune des entreprises pour aller voir l'évolution, puis évaluer, puis s'il y a des problématiques avec les étudiants. Fait que c'est ce qu'on est allé... On est allé chercher en subvention une partie du salaire. Aussi, pour ceux qui sont de l'extérieur, la résidence, on l'a eu en subvention. Ils ont eu le matériel didactique qui va être payé aussi par la subvention. Fait que c'est un projet pilote là, pour cette année en mécanique industrielle. C'est le premier qu'on fait. On l'a déjà fait dans d'autres domaines, là, mais c'était vraiment un succès. Il y a beaucoup d'adaptations parce qu'on est beaucoup en entreprise, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, là, ce qui nous permet là, de recruter plus facilement. Je me demande, est-ce que
le temps passé en entreprise est compris dans le 8100 heures de formation? Oui, la durée est de 1800 heures. 1800. 1800 heures. Qu'est-ce que j'ai dit? 8000. 8000. C'est un doctorat. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Oui, les heures comptent. Ils vont faire, ce qui va compter dans le DEP, c'est 30 heures de théorie à l'école. Puis quand il va être en entreprise, ça va être 35 heures semaine qui va compter dans le DEP. Le nombre d'heures va se cumuler jusqu'à un total de 1800 heures échelonné sur 2 ans, là, avec un arrêt dans le temps des fêtes, semaine de relâche. C'est le même horaire que les autres élèves, l'arrêt l'été, et ainsi de suite. Mais normalement, les élèves, eux, ils continuent à travailler dans leur entreprise. Là, ils sont payés pour faire le travail. Ça a fait une différence parce que depuis plusieurs années, le recrutement baisse en formation professionnelle, bien, un peu comme partout ailleurs. On a déjà eu au-dessus de 60 élèves en première année, autant en deuxième année. Mais depuis une dizaine d'années, ça n'arrête pas de baisser. L'an dernier, le groupe qui a fini sa première année est revenu cette année. 10 élèves, comme c'est là. Fait en ayant ce programme-là, le recrutement a été beaucoup plus facile, là, ça devient intéressant. Les jeunes d'aujourd'hui, ça a des dépenses d'aujourd'hui, des cellulaires, des autos, etc. Fait que ça a besoin de travailler un jeune. Fait qu'en ayant un salaire déjà employé, le défi qu'on a, c'est que normalement, on envoie un élève quand il a fini sa formation, son stage, enfin. Fait que les industries sont habituées d'avoir des étudiants dans leur environnement. Mais là, ça va être différent parce que chaque module, on ampute des heures qui n'est pas fait à l'école, mais il faut qu'il soit fait en entreprise. Fait que le défi, ça va être de prendre d'adapter l'industrie à ça. Parce que l'industrie, eux autres aussi, sont en pénurie de main-d'œuvre. Fait que les bris, ça arrive à tous les jours. Fait que ça va être tentant de prendre l'étudiant, de dire va. Puis c'est correct aussi, il y a une partie qu'il faut qu'il aille faire ça, mais il y a une partie qu'il faut qu'il soit assis puis qu'il fasse ce qu'il n'a pas fait à l'école. Fait que ça va être notre beau défi de. Ça va être à nous autres à régler ça. C'est ça. Ça va être de l'adaptation, là, mais on le fait dans d'autres programmes, puis ça a bien été. Les gens s'adaptent, les étudiants s'adaptent, les entreprises, les enseignants, tout le monde doit s'adapter à ces nouvelles façons de faire. Puis, dans quelles entreprises on peut travailler avec ce DEP-là? Bien, les entreprises sont quand même assez larges. Là. C'est des entreprises de fabrication. On va parler de scierie, on va parler de moulins à papier, on va parler des minières, on va parler d'ESCA, on va parler beaucoup d'entreprises là, qui font de l'installation, de l'entretien, de convoyeurs ou des entrepreneurs qui font des arrêts planifiés. Des arrêts planifiés, je partais de dire le mot en anglais. Des arrêts planifiés, fait qu'il y a beaucoup de possibilités, puis il y a beaucoup d'emplois. Là. Les étudiants... J'en ai partout. J'en ai dans les hôpitaux, j'en ai au CN, j'en ai Hydro-Québec, j'en ai... Il y en a partout. Partout. Oui, absolument. Partout ce qui est de la mécanique fixe. Dans les mines. Ouais. Sauf que le projet, cette année, il est subventionné plus par le comité sectoriel du bois. Fait que c'est plus ça. Mais il y avait de l'ouverture pareil ici. Il y avait de la place pour les minières ou autres. Oui. Dans notre projet, là, présentement, là, si on prend dans notre MRC qui participe au projet, on a Forex, Série Landrienne et ESCA. Puis on a d'autres entreprises dans la région, là, de Résolu, Interfort, West Fraser, Rayonier, au Témiscamingue. On a quand même on couvre grand. On couvre la région d'Abitibi-Témiscamingue. Quévillon. Lasserre. Oui, Lasserre, West Fraser. Fait que, on est bien content de notre recrutement. Puis les entreprises ont embarqué là, assez rapidement avec nous, comme Félix disait tantôt, avec le manque de main-d'œuvre. Ils cherchent des nouvelles façons de faire. Puis ça fait longtemps qu'eux autres, eux, nous en parlent de former plus en entreprise. Là. Fait que c'est ce qu'on fait comme projet cette année. Est-ce qu'il y a une possibilité d'élargir à d'autres DEP si ça fonctionne bien avec celui-là? Ben oui, absolument. Il y a une possibilité de refaire une autre demande l'année prochaine pour mécanique industrielle. On l'a fait en aménagement de la forêt l'an passé. On a fait une autre demande. Là, on a eu la réponse parce que quand même, la CPMT, les comités paritaires du marché du travail, c'est eux qui étudient la demande avec le ministère de l'Éducation. Et on a eu la réponse, là, je te dirais, mi-août. Qu'on était accepté pour un nouveau projet, mais on était déjà trop avancé dans l'année scolaire qui s'en vient. Il est reporté à l'année prochaine.
mais il va en avoir un l'année prochaine en aménagement. On va sûrement, si ça va bien, en demander un autre pour mécanique industrielle, puis ça peut aussi s'élargir dans d'autres domaines, là, qui peut être technique d'usinage, secrétariat. Il y a des possibilités dans tous les domaines, oui. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience dans le domaine de la mécanique. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Moi, la première mécanique que j'ai faite dans ma vie, c'était dans l'armée. Fait que j'étais sur les navires, j'étais un marin, puis je faisais la mécanique là-dedans. En sortant de là, j'ai fait une demande au chômage. Ils m'ont financé un DEP qui était connexe en mécanique industrielle. J'ai travaillé dans le domaine quelques années, puis je suis originaire de Sherbrooke, fait que j'ai appliqué, mais je voulais être en région. Fait que j'ai appliqué partout dans les régions, puis c'est Amos qui m'ont appelé pas longtemps après. Fait qu'on a déménagé ici, puis depuis ce temps-là, je suis en mécanique industrielle de construction. Puis c'est quoi la différence avec de la mécanique normale? Je me pose la question, là. Bien, souvent, nous autres, on dit « je suis en mécanique industrielle », puis là, le monde nous parle automobile, mais là, c'est mécanique automobile. Quoique, un engrenage d'une machine ou dans une voiture, c'est semblable. Mais nous autres, c'est plus spécifiquement à l'industrie. Fait que c'est ça. Mais la plupart de nos élèves aiment la mécanique auto aussi. Ils ont tous des bazous pour se promener, fait qu'ils apprennent la mécanique de base là. Fait que c'est un métier qui est utile à la maison. On apprend un peu d'électricité, puis un peu de plomberie, puis on fait de tout. Ouais. C'est un peu une blague de longue date, ça. On apprend un peu de tout, mais on est spécialiste dans rien. Bien, ça permet de faire différentes choses en entreprise puis de répondre aux besoins. Puis j'imagine que l'entreprise, après, va former plus spécifiquement la personne dans ce qu'elle a besoin. Exactement. Ça arrive souvent que si tu as des aptitudes en informatique, ils vont aller plus en entretien préventif. Il y a plusieurs branches là, que tu hydraulique. Oui, spécialité en hydraulique. Il y a plusieurs branches que tu peux te promener dedans après dans ta carrière. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui hésite à s'inscrire au DEP? Viens l'essayer. Le pire qui arrive, c'est que tu n'aimes pas ça. Oui, absolument. À la quantité de métiers qui existent, puis les formations au Québec sont reconnues là, à la grandeur du Canada. Il y a une place pour tout le monde. Ouais. Moi, je pourrais rajouter, viens l'essayer. Si tu aimes la mécanique, t'es manuel, je pense que c'est un beau métier. Puis les ouvertures sont grandes. Les ouvertures sont pour les mines, sont pour les scieries. Sont pour l'international. On a plein de mécaniciens qui ont été en Afrique. Il y a beaucoup d'ouvertures avec des postes intéressants puis des salaires extrêmement intéressants là, en mécanique industrielle. C'est pas rare qu'un élève gagne plus que moi la première année. Oui. Oh. Ouais. Les salaires sont vraiment bons. Il y a une grosse demande. Absolument. C'est intéressant comme métier. Ben, Félix, Luc, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va vous souhaiter une belle journée. Toi aussi. Toi aussi. Bye. Et c'est ce qui conclut notre semaine, Christian. Ben oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Actu Plus. Parfait. Salut tout le monde.